La Maison-Blanche est désormais un territoire occupé par Israël. Ils ont la main mise sur la politique étrangère du président au Moyen-Orient. C'est Netanyahou qui décide, et je trouve cela très regrettable. Vous savez, nous sommes censés être une superpuissance mondiale. Et pourtant, nous avons de petites puissances comme Israël, qui reste une grande puissance, mais un petit pays. Et puis, vous savez, une puissance moyenne comme l'Ukraine, qui est un État non nucléaire, où Zelensky a pu, en gros, dicter la politique étrangère de Trump vis-à-vis de la Russie. Et cela va clairement à l'encontre des intérêts de sécurité nationale des États-Unis. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec David Pine, ancien officier de l'armée américaine, qui occupe actuellement le poste de directeur adjoint du groupe de travail sur la sécurité nationale et intérieure. Il est également l'auteur du populaire Substack The Real War, sur lequel il analyse les affaires internationales et la politique nationale américaine. David observe la base MAGA, ou les mouvements au sein du Parti républicain, depuis l'arrivée de Trump sur la scène politique, et aujourd'hui, nous voulons discuter de l'impact du mouvement actuel vers la guerre avec l'Iran et de cette nouvelle troisième guerre du Golfe sur cette base électorale. Mais tout d'abord, nous parlons aujourd'hui, nous sommes le 24 juin pour moi, le 23 juin au soir pour David. Et David, nous venons d'apprendre qu'apparemment les États-Unis, l'Iran et Israël cherchent à désamorcer le conflit, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas entendu dire qu'Israël était intéressé à faire cela. Donc ce serait encourageant s'ils étaient sérieux. D'après leurs actions, je doute fortement de tout intérêt sincère pour la paix. Je sais que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, a été, vous savez, c'est lui qui a déclenché cette guerre. C'était une guerre d'agression non provoquée contre l'Iran, fondée sur de faux prétextes, selon lesquels l'Iran était, vous savez, sur le point de développer des armes nucléaires, et que dès qu'ils en auraient, ils attaqueraient Israël. Mais il semble certainement très encourageant que les États-Unis et l'Iran soient en train d'apaiser les hostilités, étant donné que la riposte iranienne a vraiment représenté le meilleur scénario possible. Ils ont réagi en attaquant une base militaire américaine au Qatar, qui avait déjà été évacuée, sans faire de victimes américaines. C'est similaire à leur réaction après la mort de Soleimani, sauf que dans ce cas-là, il y a eu de nombreux blessés. Mais aucun soldat américain n'a été tué. C'est donc, d'après ce que je comprends, la ligne rouge de Trump. Et le dernier tweet de Trump semble indiquer qu'il est prêt à instaurer un cessez-le-feu officieux avec l'Iran si ce dernier cesse ses attaques, ou si aucune des attaques prévues aujourd'hui, certaines étant encore attendues en Irak, ne fait de victimes américaines. D'accord. Puisque cette histoire évolue pendant que nous parlons, mettons-la de côté pour l'instant et espérons le meilleur. Mais comment avez-vous perçu les dernières semaines et mois, alors que ce conflit prenait de l'ampleur, que la rhétorique s'aggravait et que le soutien des États-Unis aux souhaits et à la guerre d'Israël s'intensifiait? Parce que c'est précisément tout ce contre quoi Donald Trump s'opposait, n'est-ce pas? Et Marjorie Taylor Greene s'est très publiquement démarquée de lui. Quel est le sentiment au sein du mouvement MAGA? Eh bien, cela fracture le mouvement MAGA. Il y a les fidèles de Trump, des inconditionnels, qui croient qu'il pourrait déclencher la troisième guerre mondiale avec la Russie demain, et qu'il continuerait à le soutenir en affirmant que c'est l'Amérique d'abord. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment attachés à la cause America First, qui placent le pays avant les dirigeants politiques. Ils sont prêts à mettre les intérêts des États-Unis d'Amérique au-dessus de tout dirigeant, y compris Donald Trump. Et j'en fais partie. Mais tu as raison.
Le président Trump s'est présenté sur une plateforme prônant l'Amérique d'abord, la fin de toutes les guerres sans fin et la prévention de nouveaux conflits. Et il a vraiment échoué sur ces 3 points. Vous savez, il avait commencé de manière très prometteuse, ayant réussi à aider à négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas la veille de son investiture. Cela a été réalisé grâce à son émissaire, Steve Witkoff, qui a réussi à faire signer cet accord. Mais ensuite, il a soutenu Israël dans la violation de ce cessez-le-feu 2 mois plus tard. Et puis, bien sûr, il y a eu ces tentatives avortées de faire la paix avec la Russie et de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a présenté un plan de paix en 22 points le 21 avril à l'OTAN et à l'Ukraine, puis l'a ensuite soumis à la Russie. La Russie l'a rejeté, et il a alors abandonné cette initiative. Et puis, bien sûr, il a ensuite mené une guerre inutile contre le Yémen, contre les Houthis, qui occupent les régions centrales et la plupart des zones de la capitale du pays. Et c'est une guerre que nous avons perdue. Nous avons essentiellement accepté les conditions de paix des Houthis qu'ils réclamaient depuis un moment, à savoir qu'ils n'attaqueraient pas les navires américains en mer Rouge, mais qu'ils étaient libres d'attaquer n'importe qui d'autre, y compris les Israéliens. Et puis bien sûr, il avait donné un ultimatum de 60 jours à l'Iran. Essentiellement, il devait capituler aux conditions américaines, c'est-à-dire qu'il ne pourrait avoir aucune capacité d'enrichissement en Iran, aucun centrifuge, et c'était en quelque sorte la condition minimale. Depuis, il a ajouté une dégradation significative de leur capacité de missiles longue portée. Et l'Iran, bien sûr, a rejeté cela. Ils ont effectivement proposé un accord nucléaire substantiel en 5 points qu'ils espéraient que nous accepterions. C'était essentiellement le JCPOA, avec des mesures de vérification renforcées. Et j'ai trouvé que c'était un accord raisonnable. Je pensais que Trump aurait dû l'accepter, mais il l'a rejeté. Il a refusé de négocier. Apparemment, juste avant l'attaque israélienne, il y avait eu quelques avancées entre les 2 parties, un certain espoir que le 6e cycle de négociations prévu pour le 14 juin aboutirait. Mais bien sûr, Netanyahou a décidé d'appuyer sur la gâchette et d'attaquer l'Iran de manière non provoquée le 13 juin, décapitant la direction iranienne. Cela a été fait, plutôt par la direction militaire, et de nombreux sites nucléaires, défenses aériennes et divers autres sites ont été frappés. Cela s'est fait avec la pleine complicité des États-Unis. Trump leur a tout fourni. Il a donné son feu vert à l'attaque, ce qu'aucun président américain n'avait fait depuis qu'Israël avait demandé pour la première fois l'autorisation des États-Unis d'attaquer l'Iran. Il a également fourni ce qu'un site d'information a qualifié de « renseignements exquis », tous les renseignements américains nécessaires pour cibler et tuer des généraux iraniens, ainsi que d'autres informations pour garantir le succès de ces frappes. Et pendant tout ce temps, il s'avère, d'après les articles de presse que j'ai lus aujourd'hui et hier, que dès le 8 juin, il a tenu une réunion à Camp David avec ses principaux responsables de la sécurité nationale, à l'exception de Tulsi Gabbard, qui était vraiment la seule voix, ou plutôt la voix la plus intègre, contre l'entrée en guerre avec l'Iran. Ils ont essentiellement finalisé ce qui est devenu la frappe aérienne et de missiles américaines du 21 juin contre 3 des 34 sites nucléaires iraniens, y compris leur principale installation d'enrichissement nucléaire à Fordow, qui est enfouie profondément sous terre, entre 80 et 150 mètres de profondeur. Et puis, alors qu'ils poursuivaient des négociations de bonne foi avec les Iraniens, celles-ci ont évidemment été temporairement interrompues par les attaques. Il y a également eu des échanges entre l'administration Trump et l'Iran, l'Iran souhaitant négocier pendant les frappes israéliennes au début de la semaine dernière.
Il y avait peut-être des plans pour envoyer J.D. Vance et Steve Witkoff rencontrer les Iraniens lundi dernier. Mais ils n'ont pas pu joindre l'ayatollah Khamenei, car il était, de façon compréhensible, très préoccupé par le risque d'être assassiné par Israël. Les discussions ont donc échoué. À ce moment-là, Trump a décidé de donner son feu vert à ces attaques, à un moment donné, au début de la semaine dernière. Et il a lancé un avertissement. Il a affirmé qu'il y aurait un préavis de 2 semaines. Mais en réalité, il aurait effectivement informé les Iraniens, jeudi ou à peu près, que, parmi les 3 sites qu'il prévoyait d'attaquer, il n'a pas révélé la date. Mais il semble que l'Iran ait réussi à évacuer en toute sécurité tous ses scientifiques nucléaires, ainsi que son uranium enrichi de qualité militaire des 3 sites. Ainsi, les bombes américaines sont tombées sur des cibles évacuées, causant de sérieux dégâts à ces sites. Mais je n'ai vu aucune preuve que l'un des 3 ait été détruit. En fait, je doute fortement des affirmations selon lesquelles 2 d'entre eux l'auraient été. Donc je veux dire, en mettant de côté l'aspect militaire, et vous savez, les évaluations des dégâts causés, de ce qui était annoncé ou non, attendu ou inattendu, tout cela sera probablement clarifié dans les semaines et mois à venir, voire peut-être dans les années à venir, une fois que les historiens auront accès aux archives. Mais le changement de rhétorique entre les promesses faites pendant la campagne, que vous avez suivies de très près, et maintenant les actes concrets que nous observons, même pas 6 mois après la prise de fonction, comment pensez-vous que cela est perçu sur le terrain aujourd'hui? Je veux dire, en pourcentage, quelle part de la base MAGA va désormais se sentir complètement aliénée? Et peut-être une question de plus. Tulsi Gabbard. Bien sûr, il y a quelques jours, elle est revenue sur ses propos. Elle a publié un tweet disant « Oh non, non. En fait, nous avons des renseignements qui disent que l'Iran n'est qu'à quelques semaines. » Interprétez-vous cela comme une réaction à la pression actuelle qui pèse sur elle? Ou pensez-vous qu'elle ment délibérément au grand public pour rester dans les bonnes grâces de M. Trump? A-t-elle vraiment changé de camp? Ou s'agit-il simplement d'un mensonge de circonstance? C'est de l'enfumage. Ce n'était pas un mensonge. En réalité, les 2 déclarations de Tulsi Gabbard n'étaient pas du tout cohérentes. Lors de ses auditions de confirmation en mars, elle a témoigné qu'à sa connaissance, l'Iran n'avait pas pris la décision, le guide suprême n'avait pas pris la décision de développer des armes nucléaires et qu'ils avaient essentiellement démantelé leur programme nucléaire en 2022. Je pense personnellement que cette évaluation est incorrecte. Sa nouvelle déclaration disait que si l'Iran décidait de développer des armes nucléaires, il ne leur faudrait que quelques semaines ou quelques mois pour y parvenir. Dans les 2 cas, elle a affirmé que l'Iran n'avait pas l'intention de développer une arme nucléaire. Donc elle a raison sur le fait qu'il n'y a pas d'urgence. Je crois que l'Iran possède des armes nucléaires. Ils ne les ont pas utilisées. Ils ont été de toute évidence une puissance nucléaire responsable, secrètement, comme Israël. Personne n'a utilisé d'armes nucléaires depuis 1945, depuis que l'Amérique a, vous savez, lancé une attaque non provoquée, enfin, pas non provoquée, une attaque provoquée, je suppose, contre le Japon. Mais c'était bien sûr un crime de guerre, détruire 2 villes japonaises, tuer 140 000 Japonais. Et Tulsi Gabbard a fait une excellente présentation vidéo à ce sujet. Elle a beaucoup exagéré le nombre de morts lors du bombardement d'Hiroshima. Elle a parlé de 300 000 morts, alors qu'il s'agit probablement d'environ un quart de ce chiffre. Mais tout le reste de ce qu'elle a dit était absolument correct. Nous sommes plus proches d'une guerre nucléaire que jamais auparavant. Et c'est en grande partie dû à la décision du président Trump, non seulement de poursuivre les politiques extrêmement dangereuses de Biden, consistant à mener une guerre contre la Russie en Ukraine, mais aussi
de les étendre avec une guerre potentielle contre une autre puissance nucléaire au Moyen-Orient. Oui, et maintenant, le cabinet de M. Trump, vous savez, a également été ce mélange très éclectique de personnes, ainsi que les principaux négociateurs récemment, n'est-ce pas? D'un côté, M. Witkoff, et de l'autre, M. Kellogg. Ils ont des visions différentes, ou du moins des approches différentes. Le plan de paix en 22 points est en réalité une idée de M. Kellogg et a été largement critiqué comme franchissant pratiquement toutes les lignes rouges que les Russes ont posées depuis au moins 1 an et demi. Mais M. Witkoff semble avoir adopté une approche beaucoup plus pragmatique, en fait, également dans ses relations avec les Russes et les Iraniens. Prévoyez-vous un déplacement au sein du cabinet vers cette position de Witkoff? De plus, si l'on regarde M. Waltz, qui a déjà été écarté il y a un certain temps, mais en même temps, nous avons toujours Hegseth, qui est un néoconservateur pur et dur en tant que ministre de la Défense. Nous avons Rubio, qui est également plutôt de ce côté-là. Nous avons J.D. Vance, qui a adopté une position plutôt intermédiaire. Mais dans l'ensemble, lorsqu'il s'est agi de la guerre avec l'Iran, ils se sont tous ralliés à M. Trump. Quel est votre avis? Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que le vice-président Vance et le secrétaire à la Défense Hegseth sont davantage du côté America First, davantage du côté restaurationniste. Évidemment, Hegseth il a publié un tweet il y a quelque temps, probablement il y a quelques mois, je crois que c'était en mars, contre l'Iran. Cela semblait très adolescent. Mais d'après ce que j'ai entendu en coulisses, il a été une voix de la raison contre le bombardement de l'Iran. Et dans certains cas, comme Tulsi Gabbard, il a été davantage marginalisé du cercle rapproché de Trump. Trump s'est davantage appuyé sur Rubio, le secrétaire d'État, ainsi que sur le directeur de la CIA, Ratcliffe. Et puis, quelques généraux, le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kine, ainsi que le général Carrillo, qui commande le CENTCOM, sont très proches des Israéliens. En fait, il y a eu un très bon, et je suis sûr que vous l'avez vu, un très bon reportage dans Grey Zone il y a quelques jours. Il expliquait essentiellement comment Ratcliffe était le sténographe d'Israël. En gros, il recevait des briefings des services de renseignement israéliens. Il lui disait quoi dire, et il répétait tout cela au président Trump. Et le président Trump a cru à tous les mensonges sur le fait qu'il fallait attaquer l'Iran immédiatement, parce qu'ils étaient à 2 semaines de développer des armes nucléaires. Et dès qu'ils auraient développé une arme nucléaire, ou seraient capables d'en produire une, ils l'utiliseraient contre Tel Aviv ou New York. Donc, malheureusement, la vérité, c'est que je pense que c'est vrai. Je pense que les néoconservateurs sont, essentiellement, la Maison-Blanche est désormais un territoire occupé par Israël. Ils ont un contrôle total sur la politique étrangère du président au Moyen-Orient, et c'est Netanyahou qui prend les décisions. Je trouve cela très regrettable. Nous sommes censés être une superpuissance mondiale, et pourtant, nous avons de petits pays comme Israël, toujours une grande puissance, mais un petit pays, qui exerce ce genre d'influence. Et puis il y a une puissance moyenne en Ukraine, qui est un État non nucléaire, où Zelensky a essentiellement pu dicter la politique étrangère de Trump envers la Russie. Et cela va clairement à l'encontre des intérêts de sécurité nationale des États-Unis, car en plus de la force militaire, il est très important pour les États-Unis d'entretenir de bonnes relations avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, principalement parce que ce sont les ennemis qui ont le potentiel de nous détruire, soit par des cyberattaques, soit potentiellement même par des attaques nucléaires
ou des super impulsions électromagnétiques. Et nos relations avec ces pays n'ont vraiment pas été très bonnes depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Non, pas du tout. Et la question est de savoir comment l'améliorer. Et Donald Trump semblait très déterminé à améliorer la relation avec la Russie, même contre la volonté des archi-néoconservateurs. Cela inclut bien sûr au Congrès des personnes comme Lindsey Graham. Et, vous savez, il y a cette menace constante que ce groupe puisse rassembler suffisamment de pouvoir pour destituer le président, n'est-ce pas? C'est aussi une réalité qui existe, même si pour l'instant, cette majorité fait clairement défaut. Mais il y a l'épée de Damoclès des élections de mi-mandat, bien sûr, qui plane. Pensez-vous que cet épisode actuel, même s'il se termine, même si la troisième guerre du Golfe est évitée, aura un impact sur les élections de mi-mandat et renforcera réellement l'opposition à M. Trump au Capitole? Oui, je pense qu'il est très probable que nous assistions à une baisse de la participation des électeurs MAGA en faveur des républicains à cause du nombre croissant de promesses non tenues par Trump, en particulier en ce qui concerne la paix, la guerre et la politique étrangère. Et je pense que nous verrons bien, mais je peux presque garantir que les démocrates vont reprendre la Chambre des représentants. Évidemment, les sondages ne le montrent pas encore. Les sondages actuels indiquent que les républicains conserveraient le contrôle des deux chambres. Mais vous savez, en ce qui concerne les élections de mi-mandat historiques, lors du second mandat, c'est généralement le parti au pouvoir qui perd environ 28 sièges à la Chambre et environ 4 sièges au Sénat. Donc, si l'on se fie à ces moyennes, les républicains seraient évincés du pouvoir dans les deux chambres du Congrès. Je pense toujours qu'il y a, vous savez, avant que cela n'arrive, je pensais que les républicains avaient environ 50% de chances de conserver le contrôle du Sénat. Mais dans tous les cas, qu'ils y parviennent ou non, les démocrates seront en position de force pour destituer Trump une troisième fois. Et Trump leur donne beaucoup de raisons. De nombreux chefs d'accusation différents vont être utilisés, ou ce qui est triste, bien sûr, c'est que même avec une telle procédure de destitution, nous n'aurions pas une vision moins belliqueuse. Parce qu'encore une fois, une partie de l'opposition est composée de personnes qui pensent que M. Trump n'en fait pas assez, qu'il ne se bat pas assez contre la Russie, qu'il ne va pas assez loin avec l'Iran. Surtout maintenant, tout le groupe favorable au changement de régime en Iran, c'est vraiment enthousiasmé, n'est-ce pas? Et ils vont être déçus si cette guerre se termine réellement. La dynamique au Capitole, non seulement pour l'utilisation des armes et tout le complexe militaro-industriel, mais aussi, bien sûr, le lobby pro-israélien, il garde toujours une emprise très forte sur l'ensemble du système, n'est-ce pas? Oui, absolument. L'AIPAC est essentiellement un cabinet de lobbying israélien et il devrait être enregistré sous le FARA en tant qu'agent étranger. Et ils font d'énormes dons d'argent, même à des conservateurs America First, comme l'un de mes sénateurs ici où je vis. Et cet argent, vous savez, génère beaucoup d'influence. Je pense que cela a un impact sur la façon dont les gens votent. Des personnes comme Elon Musk, un milliardaire immense et l'homme le plus riche du monde, ont peur de critiquer Israël. Il est resté silencieux sur tout cela. Vous savez, les bombardements israéliens en Iran et bien sûr les bombardements américains en Iran que j'ai vus jusqu'à présent. Et la plupart d'entre nous, conservateurs America First, en ont conclu que c'est à cause du pouvoir du lobby israélien. Il ne veut pas se retrouver en mauvais termes avec eux, car cela pourrait nuire à ses affaires. Il a déjà vu ce qui pouvait arriver lorsqu'il s'est retrouvé du mauvais côté ou du mauvais camp de Trump, et que Trump a menacé de retirer, je crois, le statut d'exonération fiscale
de SpaceX ou de Tesla, ou peu importe ce qu'il a fait. Mais oui, il y a une pression énorme de la part du lobby israélien. C'est le lobby le plus puissant, comme l'ont écrit le Dr. John Mearsheimer et Stephen Walt dans leur livre sur le lobby israélien. Je crois que c'était il y a 30 ou 35 ans. C'est très excessif. Et Israël contrôle probablement autant, voire même plus, de politiciens au Congrès que la Chine. Cette mainmise sur le système politique américain, qui transcende les clivages partisans, est bien sûr aussi ce qui explique que le système penche constamment vers la guerre. Nous avons également vu ces derniers jours et semaines comment les médias américains battaient le rappel de la guerre et ressuscitaient en fait ce récit des armes de destruction massive. C'est très évocateur de l'Irak. Pensez-vous que cela fonctionne encore? Ou assistons-nous à des résultats différents maintenant que le facteur des réseaux sociaux entre aussi en jeu? Quelle est votre perception de l'efficacité de ces mensonges médiatiques pro-guerre ou non? Eh bien, je pense qu'ils sont très efficaces. Comme l'a déclaré le président Poutine lors d'une interview, je crois que c'était avec Tucker Carlson en février 2024, on lui a posé une question sur la propagande russe et son efficacité. Il a répondu que la Russie ne pouvait même pas rivaliser. La machine de propagande occidentale américaine est probablement plus efficace que celle des soviétiques pendant la guerre froide, en termes d'efficacité et de capacité à laver le cerveau des gens pour leur faire croire à tous les mensonges de propagande de guerre vendus par les néoconservateurs, les néolibéraux, les Ukrainiens et les Israéliens. C'est très regrettable. Quand j'allume la télévision, je regarde assez souvent Fox News. Et bien sûr, c'est essentiellement une chaîne du lobby israélien, comme l'a dit Steve Bannon, ancien directeur de campagne de Trump en 2016, où il diffuse en gros la propagande israélienne 24h24 et 7/7, à quelques exceptions près. C'est tout simplement incroyable, le niveau de stupidité et d'idiotie que j'entends de la part de nos membres du Congrès, les membres républicains du Congrès, les néoconservateurs. On a vu quelque chose comme 82 sénateurs soutenir le projet de loi sur les droits de douane secondaires de Lindsey Graham, qui imposerait des droits de douane de 500% à 1000% à tout pays commerçant avec la Russie. C'est phénoménal, l'idiotie et la folie que nous avons au sein du gouvernement américain. Et le Congrès est encore pire que la Maison-Blanche. Trump, au moins, avait quelques bons instincts et de bonnes idées en arrivant au pouvoir. Mais il a choisi beaucoup de très mauvais conseillers. Je veux dire, sa décision de nommer Bolton comme conseiller à la sécurité nationale, puis maintenant Rubio comme son remplaçant, ainsi que secrétaire d'État, et bien sûr Ratcliffe à la CIA et Huckabee comme ambassadeur en Israël, et tant d'autres, a vraiment empoisonné et saboté tout son grand programme de politique étrangère, America First, pour une vraie paix, une paix par la force qui est réellement la paix. Les néoconservateurs ont essayé de détourner ce terme de Reagan, la paix par la force, mais ils ne soutiennent pas la partie paix. Ils soutiennent la puissance militaire. Ils soutiennent en fait la guerre. Et c'est ce que, vous savez, on a pu le voir avec Vance et Rubio, rien qu'hier matin dans les émissions politiques, où on leur a demandé si nous étions en guerre avec l'Iran, et ils ont répondu « Non, nous ne sommes pas en guerre avec l'Iran ». Eh bien, je suis désolé, mais bombarder d'autres pays est un acte de guerre. Et si vous ne le croyez pas, écoutez le discours de FDR après Pearl Harbor, où le Japon nous a simplement bombardés une fois, puis n'a rien fait d'autre et a attendu notre réponse. Et FDR a présenté une déclaration de guerre devant le Congrès seulement quelques jours plus tard. Oui, mais c'est un point très important, et en fait un sujet que nous devons également aborder au-delà de ce podcast.
La Constitution américaine attribue clairement le pouvoir de déclarer la guerre au Congrès. Ce n'est pas le président qui le détient, c'est le Congrès. C'est l'une des façons dont la Constitution américaine est un document très intelligent qui cherche à limiter ce pouvoir suprême et à le répartir au moins entre plusieurs personnes, et non entre les mains d'une seule. Malheureusement, en 1928 et en 1945, nous avons interdit la guerre en droit international à 3 reprises. Nous avons dit 3 fois, plus de guerre. La guerre n'existe plus. La guerre elle-même est illégale. C'est pourquoi, depuis 1945, les États-Unis n'ont déclaré la guerre à personne. C'est illégal. On ne fait pas ça. Mais de facto, on continue simplement à faire la guerre, non? Il y a la guerre, et ceci est un acte de guerre. C'est le président des États-Unis qui a autorisé un acte de guerre. Mais comme il peut le présenter comme n'étant pas un acte de guerre, parce que les États-Unis ne font pas la guerre, c'est juste une intervention, juste une opération. Il n'a pas besoin du Congrès. Maintenant, Ken, vois-tu un moyen pour que le Congrès récupère son pouvoir et dise « Non, 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 il ne s'agit pas seulement de déclarations de guerre, mais aussi des actes de guerre qui doivent revenir devant lui ». Parce que Ocasio-Cortez a effectivement publié un tweet en ce sens. Mais il semble peu probable que cela ait des conséquences, même si, à mon avis, c'est évidemment un enjeu majeur. Eh bien, vous avez raison. Je veux dire, il devrait abroger la résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973, qui était essentiellement destinée à limiter le pouvoir du président de faire la guerre, mais qui, en réalité, donne au président la capacité de mener une guerre pendant 2 à 3 mois avant que le Congrès n'ait son mot à dire pour l'arrêter ou la priver de financement. C'est donc un changement très important, car bien sûr, la Maison-Blanche de Trump a invoqué la résolution sur les pouvoirs de guerre, se contentant de notifier le Congrès pendant que les attaques avaient lieu. Ils ont affirmé que cela la rendait légale en vertu de la résolution sur les pouvoirs de guerre, ce qui revenait en fait à céder une partie de l'autorité du Congrès en matière de déclaration de guerre au président, de manière inconstitutionnelle. Malheureusement, le Congrès a fait cela à plusieurs reprises. Ils ont cédé pas mal de pouvoir à l'exécutif. Et, vous savez, c'est pour cela qu'on parle ici, aux États-Unis, de présidence impériale, parce qu'ils ont fait du président une sorte de quasi-roi en ce qui concerne son pouvoir de faire la guerre et d'accomplir d'autres actes législatifs, par exemple, que les pères fondateurs n'avaient jamais imaginé qu'il devrait être autorisé à faire, et qu'ils ont tenté de l'empêcher de faire dans la Constitution américaine. Mais en ce qui concerne l'adoption d'une mesure, la résolution Massey-Ocasio-Cortez semble être sabotée par le président Johnson. Le président Johnson essaie de l'amender pour en faire une résolution non prioritaire. Et lorsqu'une résolution de la Chambre n'est pas prioritaire, elle n'a pas à être examinée. Il n'est pas nécessaire que cela soit présenté à l'Assemblée. Donc je suis sceptique quant au fait que cela puisse même être débattu à la Chambre, encore moins adopté. Je pense que les démocrates se rassembleraient derrière cette proposition, simplement parce qu'ils détestent Trump, pas tant parce qu'ils s'opposent à cette guerre. Mais c'est très dangereux. Il n'y avait aucune urgence immédiate à attaquer l'Iran. Il n'y a aucune preuve n'a été présentée qu'il ne restait que 2 semaines à l'Iran avant de développer des armes nucléaires, ni qu'ils avaient des plans ou l'intention de les utiliser. La dissuasion nucléaire a fonctionné pour tous les pays, tous les ennemis, même nos adversaires les plus déterminés, l'Union soviétique, la Chine communiste, qui dans ses premières années était bien plus radicale. Je veux dire en ce qui concerne la menace de guerre, la menace de bombarder des vies américaines, même s'ils sont aujourd'hui bien plus puissants. Et bien sûr, vous savez, la Corée du Nord et maintenant l'Iran, la dissuasion nucléaire fonctionne. Cela fonctionne, sauf si nous essayons de mener des opérations de changement de régime.
Si nous essayons de... Je pense que, vous savez, la ligne rouge nucléaire de l'Iran serait probablement franchie si nous tentions d'assassiner l'ayatollah. En fait, il est possible qu'il ait laissé des ordres au corps des gardiens de la révolution islamique pour qu'en cas d'assassinat, l'Iran doive que les gardiens prennent en charge une cyberattaque massive ou même une sorte d'attaque super humpée contre les États-Unis. Donc, au lieu d'éliminer les menaces existentielles pour les États-Unis et Israël, nous maximisons en réalité ces menaces. Oui, précisément. Et ce qui rend cela possible, c'est bien sûr le fait que la présidence impériale, le pouvoir accru des États-Unis, concentre tout ce pouvoir de faire la guerre entre les mains de seulement quelques personnes à la Maison-Blanche, au lieu d'un débat délibéré au sein du Congrès. Ironiquement, tout cela rend la prolifération beaucoup plus probable, car l'une des plus grandes victimes de cette guerre Iran-Irak-États-Unis, selon moi, est le traité de non-prolifération, qui a été gravement endommagé aujourd'hui par les actions, je dirais, du côté américain, en attaquant ces 3 sites nucléaires. Quelle est votre évaluation à ce sujet? Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je veux dire, il n'y a pas de plus grande incitation pour des pays ennemis à développer des armes nucléaires et à constituer des arsenaux nucléaires que lorsqu'ils voient un pays qui, soi-disant, ne possède même pas d'armes nucléaires et que les États-Unis et Israël de le bombarder sans relâche et sans provocation, soi-disant pour les empêcher d'obtenir des armes nucléaires. Je dirais que si l'Iran avait décidé de rendre publique une certaine capacité nucléaire limitée, s'ils avaient invité des inspecteurs américains ou même de l'IAEA à assister à un essai nucléaire souterrain, nous ne serions pas en train d'assister à cela. Les États-Unis et Israël attaqueraient-ils une puissance nucléaire déclarée qui aurait démontré une certaine capacité de test nucléaire? Je ne le pense pas. Ainsi, chaque pays dans le monde qui craint d'être la cible de frappes conventionnelles américaines ou israéliennes va réfléchir à la manière d'accélérer son propre programme nucléaire. Et il est certain, je peux presque le garantir, que l'Iran a cela en tête. Si effectivement, ils ne possèdent pas d'armes nucléaires, nous leur avons donné toutes les raisons d'accélérer leur programme nucléaire au lieu de le démanteler. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, c'est exactement l'inverse qui se produit. Chaque État dans le monde qui pense qu'il risque d'être menacé devra désormais repenser toute sa doctrine nucléaire. Nous entrons donc dans une nouvelle ère à cause de ce niveau d'escalade. Même la Russie, en attaquant l'Ukraine, avançait cet argument dans une certaine mesure, et on a vu des personnes en Europe et aux États-Unis défendre ce point de vue. Mais cela devient encore plus fort maintenant que l'on constate que la plus grande puissance de la planète est prête à tirer sur des installations nucléaires, ce qui est interdit par le droit international. Mais c'est aussi une option. Les Iraniens, bien sûr, disent « Écoutez, nous avons le droit, en vertu du TNP, d'avoir ces installations. Ces installations ne sont pas illégales, elles ne sont pas immorales, elles font simplement partie intégrante du droit d'être membre du TNP. Alors à quoi sert le TNP si soudainement l'un des États signataires, un État doté de l'arme nucléaire, dit « D'accord, nous ne voulons pas que vous ayez cela, nous allons le bombarder, alors même que vous avez le droit de la foi. » Oui, absolument. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que nous établissons un précédent pour l'Iran et d'autres pays ennemis afin qu'ils bombardent et attaquent par la terreur nos propres réacteurs nucléaires. Parce que, vous savez, si nous ne nous soucions pas de bombarder leurs réacteurs nucléaires et leurs installations d'enrichissement nucléaire et de potentiellement provoquer un nuage radioactif de particules
au-dessus de l'Iran, alors quelle objection pouvons-nous avoir si des terroristes ou des États soutenant le terrorisme attaquent et détruisent nos propres centrales nucléaires? C'est donc un précédent terrible. C'est illégal au regard du droit international. Nous prétendons ostensiblement être l'exemple mondial de la liberté, de la démocratie, de la paix et de ce qu'on appelle l'ordre libéral fondé sur des règles. Mais comme je le dis depuis de nombreuses années maintenant, c'est un ordre international fondé sur des règles américaines que nous violons fréquemment. Et donc, si un pays fixe les règles et les viole tout le temps, quel intérêt les autres pays auraient-ils à respecter nos règles? En fait, vous savez, je trouve ça amusant parce que l'ordre international fondé sur des règles, après réflexion, je trouve que c'est une approche assez honnête, car ce que cela signifie réellement, c'est que les États-Unis établissent des règles pour les autres et leur ordonnent de les respecter. C'est bien sûr mon interprétation. Mais laissez-moi vous poser une autre question, et c'est purement spéculatif, car il n'y a aucun moyen pour l'un ou l'autre d'entre nous de le savoir. Mais pensez-vous que le fait que nous ayons appris maintenant que des frappes conventionnelles contre l'Iran et Israël sont possibles, et qu'aucun des deux n'a la capacité de les intercepter, change aussi la donne? Parce que les États-Unis ont également réussi à faire voler leurs bombardiers au-dessus de l'Iran, puis à frapper ces sites. Mais les Iraniens ont également réussi à frapper pratiquement toutes les cibles qu'ils ont choisies, dans un pays qui se targue de posséder le dôme de fer et tous ses mécanismes de défense, et d'être si bien protégé. Mais il est évident que ce n'est pas vrai, ce qui signifie que même les installations nucléaires en Israël sont des cibles potentielles, n'est-ce pas? Mais les Iraniens ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas tiré sur ces installations. Mais pensez-vous qu'il y avait une menace que cela se produise, et que même si l'Iran ne possède pas d'installation nucléaire, le fait qu'Israël en ait et qu'elle puisse être détruite, que ce spectre de destruction mutuelle assuré des deux côtés réapparaisse soudainement? Ou est-ce que je vais trop loin dans ce raisonnement? Oui, cela crée un précédent terrible. Évidemment, il n'est pas sans précédent que deux puissances nucléaires s'affrontent. Nous l'avons vu avec l'Inde et le Pakistan aussi récemment que, je crois, le mois dernier. Mais dans le cas de l'Iran et d'Israël, les deux camps possèdent des réacteurs nucléaires. Les deux disposent d'installations de production ou d'enrichissement nucléaire. Il y a eu une frappe de l'Iran l'année dernière, je crois que c'était en avril 2024, où ils sont passés très près de toucher la principale installation de production nucléaire d'Israël. Donc ils ont clairement cette option. Et si cette guerre continue et que les attaques israéliennes contre l'Iran s'intensifient, surtout s'ils tentent, vous savez, une sorte de tentative d'assassinat contre l'ayatollah, je n'ai aucun doute que l'Iran ciblera l'installation nucléaire d'Israël et pourrait sérieusement l'endommager. Cela change, selon moi, ce que les États dotés de l'arme nucléaire doivent faire, la manière dont ils doivent planifier, n'est-ce pas? Ce ne sont plus seulement l'Iran et d'autres qui vont désormais enterrer cela sous des centaines de mètres de roches. Je veux dire, cela doit en réalité être un signal pour tous les autres, leur indiquant qu'ils doivent désormais placer ces armes et ces matériaux très très profondément sous terre. Parce que pour moi, comme le réacteur israélien est en fait dans le désert, mais relativement exposé en tant qu'installation, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ils ne se sont jamais sentis menacés. Ils n'ont jamais ressenti le besoin d'enterrer ces installations parce qu'elles ont été développées il y a de nombreuses années, avant que l'Iran ne devienne l'une des principales puissances mondiales dotées de missiles nucléaires.
avec une force de missiles balistiques probablement plus importante que celle des États-Unis. Bien sûr, leurs missiles sont principalement de courte et moyenne portée, alors que les nôtres sont surtout stratégiques. Mais ils disposent de plusieurs milliers de ces missiles qu'ils peuvent lancer contre Israël, et je pense qu'ils en ont déjà tiré au moins 1 millier jusqu'à présent. Je pense qu'au départ, on estimait qu'ils en avaient environ 3000 au total, dont 1000 à plus longue portée. Mais les autres missiles, les plus de 2000 restants, pourraient être lancés par des milices soutenues par l'Iran en Irak, où l'Irak, bien sûr, est désormais dirigé par un gouvernement très proche de l'Iran, grâce à l'invasion insensée de l'Irak par Bush en 2003, qui a éliminé le principal rival de l'Iran, son ennemi numéro 1 dans le monde, Saddam Hussein, et a transformé un pays laïque qui était vaguement aligné sur l'Occident en un régime islamique qui a littéralement un traité d'alliance avec l'Iran. Oui, les ironies de ces folies, de ces interventions bellicistes. Mais je dois espérer qu'au moins pour l'instant, nous sommes sortis d'affaire en ce qui concerne l'Iran. Je veux dire, croisons les doigts. D'ici à ce que cette vidéo soit mise en ligne, la situation pourrait déjà avoir changé à nouveau. David, si les gens veulent lire tes écrits et écouter tes commentaires, où doivent-ils aller? Oui, j'encourage tous vos téléspectateurs à se rendre sur mon site Real World Substack, à l'adresse depine.substack.com. Encore une fois, depine.substack.com. C'est là que je publie certains de mes derniers articles, qui sont généralement assez approfondis. Je pourrais commencer à en publier des plus courts pour qu'ils soient plus actuels, car j'ai eu une période où j'étais trop occupé pour écrire des textes trop longs. Mais je vous remercie vraiment de m'avoir invité dans votre émission. Et comme vous, je soutiens fermement le principe de neutralité, même pour les États-Unis d'Amérique. C'est vers cela que nous voulons tendre. Une planète composée d'États neutres, où personne ne fait la guerre à personne. Vous savez, faisons-en une idée à poursuivre. Mais David, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal, c'est toujours un plaisir.